Bonjour à tous, je pense que nous sommes maintenant en direct. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous manifester le fait que vous nous entendez éventuellement sur le chat? Et on va commencer d'ici 3-4 minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver. Je vais commencer peut-être par vous raconter un peu d'histoire sur le réseau, ce qu'on y fait, et puis ensuite on attaquera bien sûr par la méthode de nos amis Alain et Marc. Et donc, on a les premiers commentaires sur le chat. Donc, merci. Ça veut dire que vous nous entendez et c'est précieux. Je vais commencer par vous raconter ce qu'on fait au réseau Entreprendre, puisque donc ce webinaire a lieu dans le cadre du réseau Entreprendre à Paris. Donc, moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Maxime de Couessin et je dirige le réseau Entreprendre à Paris, qui est donc une des associations parmi aujourd'hui à peu près 90 associations dans une dizaine de pays. Et donc un réseau qui compte aujourd'hui 14 000 chefs d'entreprise. Voilà, donc aujourd'hui le webinaire que vous regardez vous est proposé par l'antenne parisienne, mais je pense qu'on peut avoir des gens qui sont d'autres territoires et bien sûr on en est ravis. Le réseau Entreprendre en quelques mots, c'est donc un réseau de chefs d'entreprise qui existe maintenant depuis plus d'une trentaine d'années, avec la conviction que la création d'entreprise peut être une réponse au chômage, et donc que d'aider des entrepreneurs peut aider les territoires à se dynamiser et à réduire le taux de chômage localement. Et donc c'est l'intuition qu'ont eu nos pères fondateurs dans les années 80 et l'intuition qu'on continue de poursuivre aujourd'hui en 2020 dans tous les réseaux Entreprendre, y compris donc à Paris. Nous sommes un réseau de chefs d'entreprise engagés pour accompagner de plus jeunes, au sens de l'expérience, de plus jeunes entrepreneurs à créer de l'emploi, à créer donc des équipes, à créer des entreprises qui vont durer, qui vont pérenniser de l'emploi local, de l'emploi donc pour dynamiser le territoire. À Paris, juste 2-3 chiffres, donc l'association existe depuis une quinzaine d'années. Nous avons la chance d'avoir accompagné à peu près 550 entreprises depuis 2004, donc la date de notre création. Donc on a 3 valeurs fondatrices pour vous expliquer la façon dont on fonctionne. On a une première valeur qui est l'humain, et donc c'est hyper important pour nous d'accompagner d'abord des entrepreneurs avant d'accompagner leurs entreprises, d'abord d'accompagner des parcours de dirigeants, d'accompagner des hommes et des femmes qui sont à la tête des entreprises, avant d'accompagner leur aventure entrepreneuriale. On va d'abord se positionner sur leur métier de dirigeant. Et c'est aussi l'objectif de ce webinaire de ce matin, de vous aider aussi en tant que dirigeant à appréhender la crise qui sévit actuellement. Donc la première valeur, c'est l'humain. La deuxième valeur, c'est la gratuité. Et c'est important de le comprendre. Tout ce qu'on fait pour les entrepreneurs est entièrement gratuit. On ne demande rien aux gens qu'on accompagne. On ne prend pas de participation à leur entreprise. On ne facture rien. Donc c'est une philosophie vraiment orientée sur la transmission, sur le partage. Et donc ça nous distingue relativement de pas mal de structures d'accompagnement à droite à gauche. Le réseau Entreprendre vraiment s'illustre par cette gratuité de son accompagnement. Et la troisième valeur, c'est la réciprocité. Et donc c'est un peu le pendant de la gratuité. La réciprocité, ça signifie que les gens qu'on accompagne au démarrage de leur entreprise, on compte sur eux. On n'inscrit rien dans le marbre, mais on compte sur eux. Et il y en a certains autour de la table ce matin. Et donc le message, ils entendent ce message. Et d'ailleurs, Marc, tu es un bon exemple aussi de ça, puisque tu es ancien lauréat. On va le préciser après. Mais donc, nos anciens lauréats sont nos futurs membres. Et donc, on les accompagne gratuitement un jour et on attend de leur part qu'ils viennent s'engager au moment où leur entreprise le permet, au moment où leur parcours leur laisse peut-être un peu plus de temps. Mais voilà, donc le réseau Entreprendre ne fonctionne que si cette chaîne est vraiment vivante et donc les lauréats d'un jour sont les accompagnateurs de demain. Voilà, un peu sur les grands cadres du réseau. Donc on a mené un certain nombre de webinaires à l'occasion de la crise du Covid depuis maintenant plusieurs mois. Webinaires vraiment toujours pour vous accompagner dans vos métiers de dirigeants à appréhender cette crise. Et on clôture grosso modo ce cycle de webinaires aujourd'hui avec Marc Adamovich et Alain Tally, qui sont deux membres du réseau Entreprendre, et qui sont tous les deux donc aussi accompagnateurs d'entreprises au sein du réseau, engagés, très engagés dans la vie de l'association, qui connaissent pas mal de lauréats, qui sont très sollicités et très
présents donc à nos côtés. Et Marc et Alain, ils vont un peu y revenir après, mais donc on constaté la complexité que pouvait engendrer cette crise pour les dirigeants, et donc ont voulu coucher sur le papier et puis vous partager ce matin quelques-unes de leurs intuitions et formaliser donc autour d'une méthode sur laquelle on va revenir. Une méthode qui a pour objectif que vous puissiez vous l'approprier par vous-même, une méthode pragmatique, une méthode vraiment qui doit vous permettre de prendre des décisions concrètes. Voilà donc sur le cadre de ce webinaire. Pour démarrer, je vous propose, Marc et Alain, peut-être de vous présenter en quelques minutes. Racontez-nous un peu votre parcours et puis votre histoire avec le réseau Entreprendre. Peut-être que Alain, tu veux commencer? Oui, bonjour à tous. Donc j'ai rejoint le réseau il y a 3 ans à peu près. J'ai un petit problème d'écho, donc il va falloir que je règle ça. Bon, c'est pas évident parce que j'ai. On l'entend pas du tout chez nous. Enfin, en tout cas, chez moi, ça fonctionne bien. D'accord. Donc j'ai une trentaine d'années d'expérience professionnelle. J'ai d'abord été cadre dirigeant dans des grands groupes de l'industrie alimentaire et de la grande distribution, donc chez Coca-Cola, Rémy Cointreau, Carlsberg, à des fonctions de direction marketing, direction générale. J'ai été aussi dans la grande distribution, donc j'étais directeur marketing du groupe Casino. Et puis après, j'ai fait une deuxième étape. J'ai basculé dans l'entrepreneuriat. J'ai créé une start-up il y a 5 ans maintenant, qui s'appelle Lineberty, qui est et que j'ai dirigé pendant 3 ans d'un point de vue opérationnel, qui est une solution de gestion des files d'attente de manière digitale. Au lieu de prendre un ticket papier, vous prenez un ticket sur votre téléphone, et qui permet en fait du coup de gérer l'attente dans tous les services des lieux publics et commerciaux. Donc je suis toujours le premier actionnaire, mais dont je m'occupe plus opérationnellement depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, en fait, je fais de l'accompagnement en fait d'entreprises, de dirigeants, que ce soit des startups ou des boîtes plus grosses, sur des problématiques de stratégie d'entreprise, de business development et parfois de pivot, et tout ce qui concerne les enjeux de sales and marketing et de proposition de valeur. Super. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Marc, toi, tu as une histoire un peu différente, un peu plus de longue date avec le réseau. Oui, bonjour à tous, Marc Adamovitch. Alors, on a des similarités avec Alain. Moi aussi, j'ai démarré comme salarié dans un certain nombre de groupes où j'ai fait du marketing, du commercial. L'été 2008, je décide de me mettre à mon compte et j'ai créé une boîte qui s'appelle Happy View, qui vend des lunettes correctrices par Internet. Donc, j'ai été le premier en France à proposer cette façon d'acheter ces lunettes avec une offre qui était assez percutante puisqu'on achetait ces Ray-Ban et ces verres Essilor au tiers du prix de ce qui se pratiquait en magasin. J'étais lauréat du réseau Entreprendre en 2009 et donc accompagné pendant 2 ans par le réseau. J'ai développé la boîte pendant près de 10 ans, je l'ai revendue. Ensuite, j'ai monté une autre société, un éditeur de logiciels pour les médecins. Et puis, j'ai revendu également cette entreprise en début 2019. Et depuis, je me suis concentré sur l'accompagnement. Donc, j'aide des chefs d'entreprise et je les fais profiter de mon expérience pour les faire grandir. Voilà. Super. Bon, écoutez, merci à tous les deux d'être là ce matin. Peut-être avant de démarrer donc sur la présentation de cette méthode plus concrètement, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse qui vous a amené à la concevoir? Peut-être Marc, pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui vous ont amené donc à penser cette méthode? En fait, on a fait connaissance, Alain et moi, en janvier. On a échangé assez régulièrement sur nos pratiques, sur ce qu'on apportait à nos clients. Et quand le Covid est arrivé, en particulier quand le confinement nous est tombé dessus, mi-mars, on a continué à parler à tout un tas de chefs d'entreprise, des clients, des prospects, des gens qui nous contactaient. Et une chose qui nous a frappé, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise nous disaient « Ouh là là, moi, je suis tellement compliqué là la situation. Mon horizon, là, je suis content quand le lundi, j'arrive à savoir ce que je vais faire à la fin de la semaine. Parce que je suis complètement dans le brouillard. » Et donc, on s'est dit qu'on pouvait apporter notre contribution en aidant ces chefs d'entreprise avec une méthode simple et intuitive sur de l'analyse stratégique. Alors,
on voulait pas reprendre des méthodes qui sont assez élaborées et qui se pratiquent en cabinet de conseil en stratégie. Moi, j'ai été avant de monter à Piview, j'avais fait 8 ans de conseil en organisation dans des Arthur Andersen et Capgemini, donc des méthodes un peu lourdes avec beaucoup de consultants derrière. Je connais, mais là, l'idée, c'était pas du tout ça. C'était vraiment d'aider des patrons de start-up et de PME avec quelque chose qui va vite. Voilà, donc c'était ça l'idée de départ. Mais à mon sens, la vie de l'entrepreneur est quand même déjà très très dense, même hors temps de crise, c'est déjà quelque chose de compliqué, c'est déjà des montagnes russes. Du coup, peut-être Alain, en quoi c'est si particulier, en quoi la période qui s'est ouverte, on va dire autour du 14 mars, amène un autre degré de complexité pour les entrepreneurs dans un quotidien qui est déjà en temps normal relativement complexe et incertain. Ouais, c'est une bonne question. Alors, la réponse n'est pas forcément évidente. Moi, je suggère une réponse qui est une forme de métaphore parce que je crois pas fondamentalement au fait que, parce que la situation est particulière, il faille développer des méthodes ou des techniques managériales totalement différentes de ce qu'on fait habituellement. Et donc, du coup, l'image que je prends, récemment, j'ai vu un reportage sur les plongeurs de l'extrême. Tu sais, c'est des plongeurs, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, qui plongent depuis des plateformes à 27 mètres de haut. Et donc, ils rentrent dans l'eau à peu près à 100 à l'heure. Et il y avait un reportage qui était assez intéressant sur cette petite communauté. Et en fait, ils disaient tous la même chose, parce que c'est tous des plongeurs de haut niveau qui ont commencé dans les pratiques un peu académiques, donc les sautoirs de 5 mètres, 10 mètres, etc. Ils disent en fait, plonger de 27 mètres ou plonger de 10 mètres, c'est exactement la même technique. C'est exactement la même chose. Simplement, quand on plonge à 27 mètres, il faut plus d'engagement, il faut plus de concentration et il faut beaucoup plus de précision parce que l'erreur se paye beaucoup plus cash, parce qu'on rentre dans l'eau beaucoup plus vite. Et donc là, la moindre erreur, c'est tout de suite l'hôpital. Et je pense qu'en fait, dans le contexte actuel, je reprendrai un peu la même image. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on fait habituellement, ça devient un peu du management augmenté. C'est-à-dire qu'il faut tout faire un peu plus à fond. Il faut plus analyser son environnement qu'on le faisait précédemment. On y reviendra peut-être, mais c'est très important de passer du temps à faire de la veille et à bien comprendre comment son environnement évolue. Il faut réfléchir davantage, il faut décider davantage, souvent avec plus d'engagement, plus de risques. Et puis, il faut être encore plus engagé et précis dans l'exécution. Voilà. Et est-ce que nous, au Réseau Entreprendre, donc on accompagne, on va dire, on est en contact avec 3 publics, des entrepreneurs donc en démarrage, assez early stage, ensuite des entrepreneurs plutôt en développement, avec la deuxième brique de notre accompagnement, et puis aussi nos membres chefs d'entreprise. Est-ce que votre méthode, elle cible un de ces publics particuliers, ou est-ce que c'est une méthode pour dirigeants de TPE, PME au sens large? Peut-être Marc sur ce sujet? Non, je crois qu'elle vise tout dirigeant de start-up, PME, même sur des ETI, peuvent être intéressés par cette méthode parce qu'ils rencontrent les mêmes problématiques. Bon, je dirais que dans les grosses boîtes, les organisations sont un peu plus complexes, donc c'est pas un dirigeant qui va prendre à bras le corps ce type de sujet tout seul. Il a toute une équipe autour de lui. Donc voilà, l'organisation fait que il sera moins enclin à vouloir utiliser ce type de méthode. Ok. Super. On va attaquer du coup maintenant concrètement votre méthode. Juste pour expliquer donc à nos participants le timing, on va prendre une trentaine de minutes grosso modo pour présenter, et donc je vais vous laisser la parole pour présenter cette méthode, et ensuite s'en suivra une quinzaine de minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet questions, qui est l'onglet que vous devez voir sur la droite de votre écran. Et puis j'assurerai ensuite à la fin du webinaire donc la présentation de ces questions auprès de Marc et Alain. Voilà, donc 30 minutes et 15 minutes. Et maintenant, la parole est à vous, messieurs, sur donc, la présentation de votre méthode. Bon, ben on va y aller. Alors, c'est moi qui commence. Globalement, dans nos échanges avec les chefs d'entreprise, comme en parlait Marc tout à l'heure, en fait, on a identifié dans le contexte actuel 3 grands types de difficultés qui nous ont été remontées dans l'adaptation des stratégies et des plans actuellement. Première difficulté, c'est il faut revoir les business plans, mais sur quelle hypothèse, quelle vision de marché
et donc avec quel scénario. On a déjà du mal à se projeter un budget fiable à quelques semaines, donc à forcerie à plus moyen terme, c'est encore plus difficile. La deuxième difficulté, c'est revoir son business plan, sa stratégie. Ça prend du temps et ça fait souvent appel à des méthodes et à des outils compliqués, théoriques et parfois un peu hors sol, alors que là, on a la nécessité absolue d'être dans un temps court. Donc, comment casser le paradigme stratégie temps long, action temps court? Et la troisième difficulté qui nous était beaucoup remontée, c'était comment faire pour donner un cap clair et mobiliser les équipes quand les choses peuvent changer d'une semaine à l'autre. Et je dirais que quand on a développé cette méthode, c'était il y a quelques mois, donc on était en pleine phase de confinement et on était vraiment dans le brouillard. Mais quand on regarde aujourd'hui les enjeux et les perspectives, on a encore aujourd'hui des rémanences de est-ce qu'il va pas y avoir un deuxième confinement, etc. Donc l'incertitude et ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent reste encore extrêmement forte. Donc ce qu'on vous propose, en fait, c'est une approche où on accepte l'incertitude et on va en même faire le moteur de la réflexion et du processus de décision. Donc, en fait, cette méthode, c'est une sorte de recette maison. On a été chercher des recettes existantes qu'on a twistées. Donc, on a pris des outils d'analyse stratégique classiques et éprouvés. On a mélangé ça à des principes de décision, d'action qui sont très entrepreneuriaux. Donc, certains parlent on utilise le terme d'effectuation. On pourra y revenir plus tard si vous le souhaitez. Et puis, des astuces issues de notre double expérience de grands groupes et de PME, TPE et start-up. Et en fait, on a cherché à ce que cette méthode, elle comporte 3 caractéristiques. C'était vraiment les éléments qu'on avait identifiés comme étant clés à intégrer. La première caractéristique, c'est qu'elle soit robuste et rigoureuse d'un point de vue réflexion, rigueur d'analyse, mais qu'elle soit très, très orientée action. La deuxième, qu'elle soit intuitive, donc utilisable par des équipes opérationnelles, et en particulier par des personnes qui ne sont pas spécialistes du planning et de l'analyse stratégique, parce que l'intelligence collective en ce moment, elle est importante. Elle l'est toujours, mais elle l'est encore plus aujourd'hui. Et que quand on a des équipes restreintes avec des gens qui sont plutôt le nez dans le guidon et opérationnels, c'est important de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'approprier ce type de méthode. Et la troisième caractéristique, c'est que ça permette de mettre en œuvre des plans qui soient révisables chaque fois que nécessaire et qui ne soient pas figés dans le marbre, justement parce que le contexte est changeant et que ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être la semaine prochaine. Il faut être capable de pouvoir faire évoluer les choses. Donc du coup, l'idée, c'est de proposer un cadre de réflexion qui permette au mieux d'exploiter votre bon sens, votre connaissance de votre marché, de votre entreprise, votre imagination et celle de vos collaborateurs, et non un cadre qui bride tout cela. Et donc Marc va vous décrire un peu les étapes de cette méthode. Alors, on a prévu 6 étapes pour dérouler notre approche. La première, on l'a appelée découper sa boîte en boîtes. En fait, ça consiste à simplifier tous les problèmes qui apparaissent pour mieux les comprendre. Et c'est une approche qui est facile à utiliser et qui a fait ses preuves. On va rentrer dans le détail après. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a bien identifié les différentes boîtes, c'est analyser toutes les conditions de marché qui changent pour chacune de ces boîtes. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que ça implique? Un changement peut générer des difficultés, mais ça génère aussi des opportunités. Donc, il faut bien les identifier. Et donc, sur cette phase-là, l'objectif, c'est de bien décrire tous les changements pour analyser leurs impacts. La troisième étape, on va imaginer des solutions pour chacun des problèmes identifiés. C'est ce que les anglo-saxons appellent le problem solving. Donc là, on est encore sur une mécanique très simple. Et volontairement, pour chaque changement de marché, on va imaginer quelles sont les actions à envisager et quels sont les efforts que vous allez devoir déployer en fonction de vos propres forces et de vos propres actifs. La quatrième partie, on évalue la faisabilité pour chaque solution imaginée. Et donc, c'est sur cette étape qu'on va vraiment mesurer les bénéfices de ce qu'on envisage, les bénéfices mais aussi les risques. Et comme on est sur des conditions de marché changeantes et que on connaît les chefs d'entreprise, certains ont plein d'idées, c'est bien, mais parfois on peut arriver avec des idées contradictoires.
Donc, c'est important à la fois de prioriser les idées qui vont être le plus faciles à mettre en œuvre, dont on se dit elles vont avoir le plus d'impact, mais il faut aussi faire un arbitrage parfois entre deux idées dont on se dit elles peuvent pas coexister telles quelles, ou alors il faut les réaménager. Et donc, c'est sur cette 5e partie qu'on fait ce travail-là. Et puis, une fois qu'on a décidé quelles sont toutes les actions qu'on veut mener, on les intègre évidemment dans un plan d'action, c'est la 6e étape. Et au-delà d'avoir un plan d'action figé, parce que ce qu'on constate avec les chefs d'entreprise qu'on rencontre, c'est que bien sûr, tout le monde a un plan d'action au quotidien. Nous, l'intérêt, ce qu'on imagine de notre solution, c'est que on a vraiment un plan d'action qui est révisable. Et donc, c'est exactement ce que disait Alain tout à l'heure. Vous avez peut-être certainement déjà mis en place des choses depuis le confinement et la sortie du confinement, mais qu'est-ce qui se passe si on se retrouve avec des pics de Covid à la rentrée, avec une 2e vague? Comment est-ce que vous allez évoluer? C'est tout l'intérêt de ce plan d'action révisable. Voilà. Alain, je te laisse rentrer dans le détail de la partie numéro 1. Alors, vous connaissez une des célèbres citations de Albert Einstein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. Donc, un des moyens d'aborder un problème complexe, c'est de tenter de le découper en problèmes plus simples. Et c'est ce qu'on nous apprend assez jeunes à faire pour résoudre des équations à plusieurs inconnus. Donc, je rappelle pour ceux qui l'auraient éventuellement oublié, une équation à plusieurs inconnus, on en fait plusieurs équations à une seule inconnue et on résout chacune des équations à une seule inconnue et in fine, ça permet de résoudre l'équation initiale. Là, c'est un peu ce qu'on propose de faire en prenant, c'est un parti pris, hein. Donc, en fait, on découpe l'entreprise en un certain nombre de ce qu'on va appeler des fondamentaux et qui soient compréhensibles de tous. Donc, le découpage que vous voyez à l'écran, il est indicatif, il est très académique. Globalement, il s'inspire en grande partie du business model Canva, que certains d'entre vous doivent certainement connaître, et auquel on a ajouté une attention particulière à tout ce qui relève de la concurrence et de l'environnement extérieur, compte tenu de ce qui se passe. Ce qui est important, c'est que vous pouvez faire un découpage différent si vous pensez qu'il correspond mieux à votre entreprise et votre marché. Ce qui est important, c'est que ce découpage soit intuitif pour les personnes qui vont être amenées à travailler avec et que ça leur parle. Et surtout qu'il évite d'avoir des trous dans la raquette dans l'analyse de la situation, parce qu'en fait, un des écueils souvent, c'est que l'expérience montre qu'on a tous nos domaines de prédilection et qu'en faisant cet exercice, ça vous force à tout regarder, même ce que vous auriez tendance à naturellement délaisser. Alors, je vais pas caractériser chacune de ces boîtes maintenant parce que ça serait trop long et c'est pas adapté à un format webinar. On peut, si vous le souhaitez, on a développé un support méthodologique, on en reparlera à la fin, qui décrit chacune de ces boîtes de manière précise, avec en particulier toute une série de questions que vous pouvez vous poser pour chacune d'elles. Je vais prendre 2 boîtes en exemple et en parler un peu plus. Donc d'abord, il y a la boîte conso client. La meilleure manière de caractériser un marché du point de vue de la demande, c'est de regarder en fait 3 dimensions clés. Si tu peux repasser, Maxime, la page d'après. D'abord, il faut regarder les besoins, ce qui est nécessaire à votre client, ses attentes. Par exemple, dans le domaine des transports, qui est un sujet d'actualité, il faut maintenant se déplacer en respectant les gestes barrières et le besoin donc a évolué par rapport à avant. 2, il faut regarder les usages. Les usages, c'est quels sont les comportements concrets en termes d'achat et de consommation par rapport aux besoins. Donc, si on reprend l'exemple des transports, l'usage du vélo se développe pour répondre à ce besoin de respect de la distanciation. Et 3, enfin, la variable la plus subtile, c'est ce qu'on appelle les attitudes. C'est ce que les gens pensent des solutions qu'on leur propose pour satisfaire leurs besoins. Les usages, les besoins, mais pas toujours. Parce que si on reprend l'exemple du vélo, certains font du vélo en ce moment parce qu'ils sont contraints et forcés par les circonstances, mais ils n'aiment pas ça. Ce sont potentiellement des futurs abandonnistes en puissance. Et donc, on voit bien ici sur un exemple très simple que l'observation conjuguée de ces 3 paramètres permet assez vite de comprendre les enjeux d'évolution future de la demande d'un marché. Et la deuxième boîte dont je me propose de vous parler rapidement, c'est la boîte ressources. En fait, pour la définir, il s'agit des actifs immatériels et dans le contexte actuel, de bien regarder les savoir-faire et ressources clés de l'entreprise, quels sont vos points forts et points faibles, et d'identifier les gaps potentiels que la crise peut générer.
Si on prend un exemple qui est aussi beaucoup d'actualité, l'exemple des enseignes de restauration, est-ce que pour ceux qui exercent cette activité-là, vous n'allez pas avoir besoin de monter en compétences en e-commerce et en livraison et en vente à emporter? Donc voilà pour la première étape, le découpage de votre boîte en boîte. Et la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces boîtes, Marc? Yes. Une fois que vous avez bien identifié dans chacune des boîtes tous les changements de conditions de marché, vous allez regarder et analyser est-ce que vous pensez que c'est des changements qui sont avérés, qui sont naissants, qui sont potentiels. Vous allez essayer d'être le plus factuel possible et puis surtout essayer de bien identifier les signaux faibles, pas juste vous contenter de ce qui apparaît en surface. Et pour ça, si je prends par exemple l'exemple de la boîte conso client, une des meilleures sources d'information, c'est d'aller interroger vos clients sur leurs besoins, sur leur perception de votre service ou de vos produits. Est-ce que ils ont envie dans un futur proche de voir une évolution sur ce que vous leur proposez? J'espère que vous avez l'habitude d'interroger régulièrement vos clients, mais c'est une période en ce moment où il faut encore plus aller au devant de ces clients, vraiment pour bien comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Et il faut faire la même chose avec vos fournisseurs et vos partenaires. C'est vraiment un enjeu extrêmement important. Donc sur tous ces changements, vous allez les décrire et il ne faut pas vous censurer. Parfois, vous allez peut-être envisager des choses, vous n'êtes pas certain, il vaut mieux le mettre noir sur blanc ou le mettre dans un coin de sa tête, quitte à invalider une hypothèse plus tard en fonction de ce qui va arriver. Voilà. Je reprends l'exemple de est-ce qu'il y a une deuxième vague ou pas une deuxième vague. Vous adapterez selon ce que vous aurez imaginé. Et donc, pour chaque changement qu'on a identifié, on essaie d'indiquer l'impact potentiel. Première question qu'il faut se poser, c'est, bon, ça bouge, mais c'est une opportunité ou une menace? Pour un exemple concret, il y a une société qui s'appelle Mon Spécialiste Auto, qui fait de l'inspection automobile et qui a comme client des concessionnaires automobiles. Mi-mars, avec le confinement, le gouvernement a demandé à tous les concessionnaires automobiles de fermer. Donc la société Mon Spécialiste Auto s'est retrouvée du jour au lendemain avec zéro de chiffre d'affaires, zéro activité. Ils ont 1000 inspecteurs en France, un peu partout. Tout le monde se tournait les pouces. Ils ne savaient pas combien de temps allait durer le confinement. Ils ont pris la décision de décrocher leur téléphone et d'appeler tous leurs clients, également tous leurs prospects chauds, en disant « Quand il va y avoir la reprise, vous allez vous retrouver avec un flot de véhicules à inspecter qui va être encore plus important que d'habitude. Nous, si vous voulez, on peut commencer à vous aider à préparer les inspections des véhicules. Et donc, si on décide de travailler ensemble, on peut même recruter et former des inspecteurs dans votre région pour qu'ils soient disponibles pour vous. » C'est ce qu'ils ont fait. Et dès le 11 mai, quand il y a eu la reprise, leur carnet de commandes a explosé parce qu'il y avait eu toute cette préparation et ce travail pendant la période de confinement. Une deuxième question qu'il faut que vous posiez, c'est est-ce que le changement que je vois, que j'ai analysé, que j'ai clairement identifié, est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Si on regarde la consommation, je vous donne un exemple concret, on prend la consommation sur les sites de e-commerce en France. Entre la période d'avril-mai et qu'on la compare à janvier dernier, il y a eu une chute de 26% des achats par carte bancaire pour les sites de e-commerce. Donc globalement, il y a eu beaucoup moins d'achats de e-commerce. Mais il y a quelques secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est notamment l'alimentaire et également le bricolage. Ces deux secteurs-là ont vu arriver une population qu'ils avaient peu l'habitude de voir, que sont les seniors. La question que les boîtes qui font du bricolage, par exemple, doivent se poser, c'est est-ce qu'on doit adapter notre site internet avec des textes plus gros, avec un vocabulaire, avec plus d'explications, parce que la population plus âgée va continuer à venir et c'est pas juste passager pendant le Covid. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de questions qu'il faut se poser.
troisième type de question à se poser, c'est sur la probabilité qu'un scénario arrive. Voilà, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est faible? Donc, il y a des analyses à faire en fonction de vos propres marchés. Pour ceux qui sont intéressés sur le type de questions qu'il faut se poser pour chacune des boîtes qu'Alain a présentées, on peut, à l'issue du webinaire, vous envoyer un outil qu'on a construit avec Alain où justement on a listé toutes les questions par type de boîte qui peut donc vous aider. Alain, je te laisse présenter la partie problem solving. Oui, alors, vous avez identifié et vous avez caractérisé les changements de conditions de marché. La troisième étape, c'est d'imaginer les actions et les réponses en face de ces changements selon un schéma très basique, problème-solution, mais en y ajoutant une règle d'or qui peut paraître anodine et subtile, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire et non pas ce que vous devriez faire. Parce que l'idée, c'est pas de passer du temps à réfléchir à ce qui serait bien d'avoir. Il vaut mieux passer du temps à réfléchir à ce que l'on peut faire avec ce que l'on a et ce que l'on pense pouvoir avoir. Je vais prendre deux exemples. Michelin avait du caoutchouc et des imprimantes 3D. Et pendant le confinement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des masques en caoutchouc en impression 3D. Ils n'ont pas cherché à faire autre chose. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Un autre exemple qui est un peu plus pérenne, c'est une PME lyonnaise qui s'appelle la Barrière Automatique et qui en fait avait donc un produit qui sont des bornes, vous savez, pour les péages, pour accéder dans les parkings souterrains, etc., où vous prenez votre ticket. Et en fait, ils ont repris cette borne-là et ils l'ont adaptée pour en faire une borne de distribution de gel hydroalcoolique. Qui respectent exactement les mêmes normes que Mobilier Urbain. Ils font un carton, ils ont des commandes à plus savoir qu'en faire. Et en fait, ils ont fait exactement ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient, c'est le principe d'effectuation. Ils n'ont pas cherché à aller ailleurs. Donc ça, c'est un point important. Et dans cette logique de faire avec ce qu'on a, il y a trois autres principes qui me paraissent importants. Le premier, c'est d'être agile, dans le sens où une action peut répondre à plusieurs changements à la fois, et un changement peut suggérer plusieurs actions différentes. De la même manière, un changement de conditions de marché dans une boîte peut trouver sa réponse dans une action qui concerne une ou plusieurs autres boîtes. Par exemple, les constructeurs automobiles font face à une baisse du besoin et de la demande consommateur. On en a suffisamment parlé, on en parle suffisamment et c'est pas fini. Donc, c'est un changement de conditions de marché qui concerne plutôt la boîte qu'on va appeler nous conso clients. Et en fait, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils jouent beaucoup plus sur les conditions de paiement et les offres tarifaires. Donc, c'est plutôt la boîte commerciale. Et notamment, comme l'a fait en premier, mais ils sont copiés depuis, Toyota avec la Yaris qui disait « Achetez votre voiture maintenant, vous la paierez qu'en 2021 ». Donc, l'agilité, deuxième principe, il faut pas hésiter à sortir du cadre. C'est pas parce qu'on respecte un principe de réalité que on doit manquer d'ambition, d'audace ou de créativité. Par exemple, Peugeot, face à l'arrêt des usines pendant la période de confinement, a imaginé et mis en œuvre la production de respirateurs artificiels, et ce qui fait qu'ils ont réinventé pour l'occasion totalement l'objet de leurs actifs industriels et humains. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à leurs ouvriers dans leurs usines de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient habituellement. Et ils l'ont fait très rapidement. Le troisième principe, il faut tout de suite penser aux conditions de faisabilité. Est-ce que c'est pour tout de suite ou pour plus tard? Est-ce que c'est avec des nouveaux moyens? Quelles sont les autres boîtes à solliciter? Est-ce que c'est seul ou avec d'autres partenaires? Les solutions collaboratives en ce moment, c'est souvent, en temps de crise, des solutions assez malignes pour régler des problèmes compliqués alors qu'on a peu de moyens. C'est en s'alliant avec d'autres. Je prends des exemples même sur des grosses boîtes qui ont fait appel à ces alliances. C'est Deliveroo qui a commencé à livrer des produits Franprix et Franprix qui a commencé à vendre des produits Decathlon. Donc, c'est des alliances rapides et tactiques et opportunistes qui permettent de répondre à des nouveaux enjeux. Alors, attention, parce qu'à ce stade, quand vous imaginez ces différentes actions, l'idée, c'est de les caractériser, c'est pas encore de les évaluer. Parce que vous générez des idées d'action, il ne faut pas se censurer à ce moment-là. Donc, vous avez normalement, à l'issue de cette phase-là, toute une liste d'actions. Les trois étapes suivantes,
vont vous permettre de les évaluer, les prioriser, les améliorer progressivement pour ne garder que le meilleur. Marc. Yes. Donc, vous avez des solutions en tête. Il faut évidemment les évaluer. Donc pour les évaluer, bon, vous essayez d'être exhaustif dans leurs caractéristiques, dans leurs objectifs, de quoi vous avez besoin pour les mettre en place au sein de votre équipe, peut-être des budgets, peut-être des partenaires. Donc il faut que ce soit très clair sur tout ce qu'il vous faut et puis sous quel délai vous voulez aussi les mettre en place. Et vous allez faire en fait un peu comme un médecin. Le médecin face à son patient, il a identifié une maladie, il imagine un médicament. Le médicament souvent va soigner, mais parfois il y a des effets indésirables. Et il y a parfois les cas où les médecins décident de ne pas prescrire un médicament à cause des effets qui peuvent être indésirables et finalement moins bénéfiques que de soigner la maladie. Ça peut sembler étonnant, mais ça doit être le cas. Et donc, pour vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment évaluer le rapport bénéfice-risque. Qu'est-ce que je gagne si ça fonctionne? Maxime, si tu veux bien avancer. Voilà, en cas d'échec, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? C'est ce qu'on appelle la perte acceptable. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? C'est quoi mes facteurs clés de succès? Pendant le confinement, vous avez vu beaucoup de restaurants qui se sont lancés dans la livraison à domicile. Donc évidemment, pour eux, le gain est évident. C'est je vais gagner un peu de cash parce que sinon, je risque de déposer le bilan. Mais parfois, ça a été très très mal exécuté. Certains ne respectaient pas les gestes barrières au départ. Ça faisait un peu peur à leur clientèle et donc ça a généré pour certains vraiment une mauvaise image. Et ils ont du mal à faire décoller leur activité de vente à distance. La partie suivante, c'est de déterminer la nature de l'action, la nature de l'impact, pardon. Est-ce qu'on est dans du court ou du moyen terme? C'est quoi mon objectif principal? Est-ce que ça va venir renforcer ma stratégie d'entreprise ou pas? Je vous donne un exemple concret. Pendant le confinement, la société Blablacar a lancé un service qui s'appelait Blabla Help. C'était une application qui permettait aux gens pendant le confinement de se rendre des services. Ça leur a rapporté aucun revenu, c'était pas l'objectif. Ils avaient deux objectifs, c'était renforcer l'image de marque positive auprès de leur communauté et puis également renforcer la fierté d'appartenance pour les collaborateurs. Donc, on est plus dans du tactique que dans du stratégique, pour cet exemple, mais pour eux, c'était important de le faire. Et puis, la dernière partie, c'est de bien évaluer la faisabilité. Vous allez faire des choses qui restent peut-être dans votre cœur de métier, c'est une action classique et vous la maîtrisez et tout va bien. Ou au contraire, c'est vraiment quelque chose de nouveau, vous êtes en train d'inventer et de sortir de votre périmètre habituel. Évidemment, la question qu'il faut vous posiez, c'est est-ce que mon équipe a les compétences pour le faire? Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'énergie pour mettre en place quelque chose qui est vraiment nouveau? Voilà. Je reprends mon exemple de restaurant. Tous ceux qui ont voulu faire du service à domicile en restauration, la plupart ont été obligés de revoir complètement leurs recettes. Donc de bosser avec les cuisiniers pour livrer des sauces froides, là où vous avez l'habitude de faire du chaud, principalement du chaud. Ils ont dû rentrer dans un métier qui était un peu nouveau pour eux, de trouver le prestataire logistique, d'acheter les emballages pour aller livrer la nourriture. Ouais, ça les a obligés un peu à sortir de leur flux. Et je vais vous donner un dernier exemple sur cette partie d'évaluation des solutions, c'est Doctolib. Le métier d'origine de Doctolib, c'est la prise de rendez-vous chez les médecins. Il y a 2 ans, ils se sont rajoutés un service qui était la téléconsultation. Mais avant le Covid, Doctolib, en fait, n'avait pas réussi à faire décoller cette activité de téléconsultation parce qu'ils avaient en face d'eux une 50aine d'opérateurs comme Doctolib qui proposent aussi la téléconsultation. Il y a plein de sociétés qui font ça en France.
Et donc, ils avaient du mal à émerger. Ils ont été extrêmement malins et opportunistes puisque ils avaient le savoir-faire, ils proposaient déjà ce service. Et dès la première semaine du confinement, ils se sont dit, il faut qu'on tire les premiers, il faut qu'on aille très vite. Et Maxime, si tu peux avancer sur la slide. En fait, ils ont décidé d'offrir un service qui coûtait 79 € par mois en disant, c'est gratuit pendant 2 mois. Et donc, les questions qui se sont posées sur les bénéfices-risques, c'est, voilà, quel est le risque pour moi? Bon, j'ai un manque à gagner de 79 €, mais de toute façon, sur une base qui est toute petite, compte tenu de leurs moyens, des levées de fonds qu'ils ont pu effectuer, c'est pas un risque très important. Le gain potentiel, lui, par contre, est conséquent parce que chaque point de part de marché qu'ils gagnent sur cette activité, c'est 1 million d'euros de bénéfices, donc très important. Mais ils ont dû aussi se poser une question, c'était qu'est-ce qui se passe si jamais on a un bad buzz, c'est-à-dire les médecins qui vont développer une communication en disant Doctolib est un opportuniste, il profite de la crise pour se positionner. C'est pas arrivé, mais ça aurait pu arriver. Et ils ont sondé quelques acteurs autour d'eux, des partenaires, des médecins, voilà, pour s'assurer que ce serait pas mal pris. Donc, ils ont été capables d'aller très très vite et d'avoir beaucoup d'impact. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait ça, il faut transformer l'essai derrière. C'est-à-dire que là aussi, c'est un risque. Ils ont gagné des parts de marché avec des médecins qui ont bénéficié de l'offre gratuitement. Mais une fois que la crise est terminée et que la période des 2 mois de gratuité est terminée, comment je m'assure de conserver tous ces médecins et qui continuent à utiliser mon outil de téléconsultation? Donc, c'est loin d'être gagné, mais en tout cas, c'est tout le travail qu'ils doivent faire. Voilà. On vient de parler de l'évaluation des solutions. Et je vous le disais, parfois, 2 solutions que vous allez imaginer se marchent sur les pieds. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette situation? Alain, tu peux nous en parler? Oui. Donc, normalement, donc, si à l'issue de ça, vous avez une liste d'actions potentielles que vous avez commencé à déjà évaluer. Et la 5e et avant-dernière étape de notre méthode, en fait, c'est une phase d'arbitrage classique, mais dans un contexte très particulier qui est que, effectivement, les conditions de marché évoluent toutes simultanément et en ordre dispersé et de manière parfois contradictoire. On parle beaucoup en ce moment, je ne sais pas si vous avez il y a un terme qui est sorti, c'est les injonctions contradictoires, notamment au niveau de l'exécutif, etc., où il y a des choses qui vont dans un sens et en même temps d'autres choses qui vont dans un sens opposé. Et donc, comme c'est la réalité du contexte dans lequel on est, il y a fort à parier qu'en faisant cet exercice-là, vous allez avoir effectivement des actions qui vont converger les unes par rapport aux autres, mais vous allez avoir aussi des actions qui vont diverger. Et donc, il va falloir trancher ou alors assumer ces divergences, parce qu'on peut aussi gérer des contradictions dans les plans d'action. Et donc, pour y arriver, il s'agit de mettre en perspective les actions les unes par rapport aux autres, en identifiant d'un côté les synergies potentielles et de l'autre les conflits potentiels. Alors, on va prendre un exemple aussi simple, d'action dite convergente. Dans pas mal de business, il y a des actions qui sont envisagées en ce moment qui consistent à simplifier le catalogue produit pour simplifier les appros, en fait, pour les sécuriser. Et il y a une autre action qui est envisagée qui consiste à booster une offre entrée de gamme, faire du pas des clients attendus qui est en train de se matérialiser ou qui est attendu dans le secteur concerné. Là, vous pouvez faire converger ces 2 actions en une seule, qui est marketer une gamme de produits essentiels. C'est ce que font beaucoup aujourd'hui d'entreprises dans le domaine des biens et des services de grande consommation. Après, on peut prendre un exemple d'action divergente. Beaucoup de restaurateurs vont être confrontés à la divergence qui est d'un côté la distanciation sociale et les coûts supplémentaires pour les mettre en place qui peuvent nécessiter une hausse des prix à la carte. Mais par ailleurs, on pressent une baisse potentielle du pouvoir d'achat qui pourrait nécessiter une baisse des prix. Et là, ce paradoxe-là, il va nécessiter de faire un arbitrage. Donc, cette étape-là, en fait, elle vous permet d'amener de la cohérence, de la priorisation dans le choix et l'enrichissement de vos actions nouvelles. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est les intégrer dans un plan d'action qui va vous permettre d'évaluer, grâce à certains critères, la capacité de mise en œuvre. Parce qu'on est dans une capacité de mise en œuvre
qui est sous contrainte de moyens et de temps. Et donc, c'est la dernière étape qu'on vous propose. Et c'est moi qui parle de la dernière étape. La dernière étape, en fait, il faut vraiment distinguer deux choses, ce que les anglo-saxons appellent les what's next et les what if, c'est-à-dire il y a des actions, vous savez que vous allez les mettre en place, et vous êtes même déjà en train de réfléchir à les conséquences que ça peut avoir, qu'est-ce que vous allez faire derrière. Et puis, il y a au contraire des actions dont vous dites, là, je l'ai imaginé, mais je la déclenche pas tout de suite parce que peut-être que j'aurai pas l'occasion de la mettre en place, ça n'a pas d'intérêt. Dans les deux cas, ce qui est important pour faire le tri, nous on s'est dit un certain nombre de critères qu'il faut regarder. Le premier, qui est vraiment important, c'est le niveau d'effort. C'est-à-dire, si une solution envisagée nécessite trop d'efforts à court terme, il vaut mieux repousser son échéance ou décider de stopper d'autres actions pour se concentrer sur cette action qui nécessite beaucoup d'efforts. Mais il y a un vrai tri à faire et il ne faut pas hésiter, dans ces périodes de crise en particulier, à faire des choix drastiques parfois. Voilà. Le deuxième critère qui nous semble important pour être efficace, c'est l'échelle de temps. On n'est plus, quand on parle de court terme, peut-être que dans votre esprit habituellement, le court terme, c'est sous 3 mois. En période de crise, le court terme, ça doit être sous 3 semaines. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à certains résultats très vite, il vaut mieux décider de passer à autre chose et de tenter autre chose. Voilà. Et pourquoi on dit ça avec Alain? C'est parce que on ne sait pas à quelle vitesse va reprendre la consommation. Là, la bonne nouvelle qu'on a pu tous lire dans la presse sur le mois de juin, c'est que l'INSEE avait fait des projections en disant on va se retrouver avec un mois de juin à moins 12% d'activité économique. Finalement, on est à moins 9%. Donc, c'est un peu moins pire. C'est bien. Maintenant, on voit bien qu'il y a tout un tas de choses qui n'ont pas encore repris complètement. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus sinistrés que d'autres, comme celui du tourisme. Les boîtes, par exemple, dans le réseau Entreprendre, il y a une société qui s'appelle Prochaine Escale, qui est un lauréat de réseau Entreprendre à Paris. Leur métier, c'est de faire du séminaire d'entreprise. C'est évident que les clients qu'ils avaient ne vont pas se précipiter pour faire du séminaire d'entreprise. Et pour ceux qui voudront en faire, ils vont pas envoyer leurs collaborateurs en Espagne, en Italie ou au Maghreb, comme vous avez l'habitude de le faire ces derniers mois. Donc, l'échelle de temps est vraiment importante. Ça résiste très vite. Et puis donc, je le disais, il faut arriver à faire le tri entre ce que vous allez mettre en place et puis des actions que vous avez envisagées avec votre équipe, mais ok, vous le mettez de côté. Voilà. Alors, tu peux nous parler de l'action? Ouais. Alors, en fait, sur la fin, c'est quelques conseils pour mettre en œuvre cette méthode au sein de votre entreprise. On ne va pas vous donner des conseils sur comment gérer votre activité, mais il y a 2-3 choses dont on pense qu'elles sont importantes pour s'assurer que la mise en œuvre se passe de la meilleure manière. Alors, premier conseil, c'est commencer par faire l'exercice vous-même, seul ou avec votre ou vos associés. Parce qu'en fait, vous avez déjà plein d'idées, mettez-les tout de suite en ordre, ça va vous donner rapidement une base de travail et ça va vous rassurer parce qu'en faisant l'exercice, vous allez réduire la perception de complexité ou d'incertitude. Et puis aussi, ça va rassurer vos équipes car elles vont sentir que vous avez un cap, des partis pris, même dans un environnement incertain. Le deuxième conseil, c'est constituer la meilleure équipe possible avec ce qu'on a appelé vos Winston Churchill. Et ça, c'est ce que tous les plein de dirigeants de très grandes entreprises comme de plus petites disent à chaque fois qu'il y a une crise. Et moi, je l'ai aussi expérimenté à titre personnel, c'est que chaque crise est l'opportunité de redécouvrir ses équipes et de révéler des talents qui vous ont bluffé et dans des circonstances exceptionnelles. Ils se trouvent pas forcément, pour des boîtes assez structurées, parmi vos reports directs, mais ils ont des idées et il faut les associer à cette démarche qui privilégie la réflexion par l'action, donc il faut en profiter. Et le troisième conseil, et c'est la page d'après, Maxime,
C'est un schéma que vous voyez qui décrit en fait les principales étapes de cette démarche qui fonctionnent en cycle. Au début, vous utilisez la méthode pour faire entre guillemets une V1 de votre plan d'action. Vous l'exécutez, vous mesurez la performance et vous regardez à ce moment-là à nouveau l'évolution des conditions de marché. Et si certaines ont changé entre-temps, vous pouvez alors ajuster votre plan par écart et le réviser en ne changeant que ce qui doit être changé pour permettre très vite un nouveau cycle d'implémentation. Je prends un autre exemple pour ceux qui sont plus dans les domaines informatiques et de la programmation. Il y a des architectures IT depuis quelques années qui sont beaucoup développées, qui sont ce qu'on appelle les architectures en microservices. Et pourquoi ces architectures en microservices existent et ont été développées? C'est parce que comme on est sur des solutions applicatives qui sont de plus en plus évolutives et qui proposent de plus en plus d'évolutions rapides dans le temps, l'idée c'est de pouvoir faire évoluer l'ergonomie, les fonctionnalités, la robustesse de ces plateformes le plus rapidement possible, sans tout casser, tout recoder à chaque fois. Et donc, en fait, c'est organisé en microservices pour pouvoir changer que ce qui a besoin d'être changé. La méthode qu'on vous propose, c'est exactement la même logique. C'est qu'en fait, avec cette liste d'actions qui est drivée par des conditions de marché qui sont de nature assez différenciées, à ce moment-là, s'il y a une action qui correspond à une condition de marché qui s'avère ne plus être pertinente, vous arrêtez l'action et vous concentrez sur les autres ou vous en changez d'autres. Donc voilà, c'est une idée qui vous permet en fait de revoir votre plan extrêmement rapidement, voire toutes les semaines si nécessaire, pour pouvoir l'ajuster en fonction de ce qui se passe. Voilà en fait pour cette méthode. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et donc, écoute, Maxime, je te laisse, je te redonne la main pour passer dans la phase que j'imagine certains attendent, qui est plus interaction et questions-réponses. Ouais, tout à fait. Alors, donc, je vous ai mis ici les coordonnées donc d'Alain et Marc. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus à leur écrire pour obtenir justement un livrable de cette méthode et puis la mettre en place concrètement donc, dans votre entreprise. Et je me permettrai du coup de le renvoyer aussi à l'ensemble des participants avec le replay de ce webinaire. Comme ça, vous aurez une petite mallette pour passer au concret dans votre entreprise. Il nous reste une petite dizaine de minutes du coup pour prendre les questions. Il y en a 2 qui ont été posées sur l'onglet questions que je vais maintenant donc vous poser. Et si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les rajouter dans cet onglet questions. Il y avait une première question sur qui arbitre sur la décision finale. Alors, in fine, vous avez un petit peu parlé de la notion d'équipe. Est-ce que vous pouvez tout de même adresser cette question? Qui arbitre au fond sur les choix stratégiques finaux? Alain, je peux répondre? Vas-y. On nous avait posé une question un peu similaire, c'est comment dérouler cette méthode de manière concrète dans la boîte et comment je gère mes associés, mon équipe, mes actionnaires. Nous, ce qui nous semble être le bon ordre, c'est d'échanger avec ses associés, ensuite d'échanger avec son équipe et notamment les Winston Churchill dont parlait Alain. Et à la fin, si vous avez des idées de pivot, des idées de changement vraiment structurant, effectivement, vous devez en parler à vos actionnaires. Et pour répondre plus concrètement à la question d'Alain Saint-Julien, qui arbitre sur la décision finale? Pour moi, il faut que ce soit le chef d'entreprise qui arbitre sur la décision finale. Ça peut pas être autrement, c'est à lui de décider. Mais la meilleure décision, c'est quand elle a été bien partagée avec le processus que je viens de décrire, c'est-à-dire vous êtes aligné avec vos associés, vous avez pu intégrer les remarques de vos collaborateurs, leurs craintes, leurs difficultés, et puis après, il faut aller convaincre vos actionnaires. Alors, pour moi, c'est l'ordre logique. Alain, tu es en phase avec ça? Ah oui, tout à fait. Moi, j'allais même plus loin. C'est en fait, c'est pour reprendre un peu mon image du plongeur de départ, c'est qu'à un moment, le plongeur, c'est lui qui décide de la figure qu'il va faire. Il a pu la répéter dans un club avec son entraîneur, etc. Mais il va choisir au dernier moment. Et le processus de décision dans une entreprise, il n'a pas vocation à être remis en question par le contexte actuel. Simplement par caractère exceptionnel, particulier, incertain, rendre chaque décision potentiellement plus structurante et engageante. Donc c'est l'impact de la décision
qui peut être de nature à être différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais sur le principe de décision, ça reste le processus normal, quoi. Ok. Et alors, juste, un autre rôle qui incombe donc au chef d'entreprise, c'est toute la partie donc sur les conditions de marché que vous avez évoquées, donc de caractériser ces conditions de marché. Comment est-ce que dans ce climat, on fait pour se poser les bonnes questions et tout simplement avoir une analyse pertinente et fine de son marché? Comment vous pourriez encourager les participants à faire pour Alors, alors, pour répondre à Antoine, en fait, nous, on l'a fait l'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est posé toutes les questions qu'on imaginait. Alors évidemment, pas dans un cadre précis, puisque c'est dans le cadre d'une démarche qui a vocation à s'adresser à toutes les entreprises. Mais donc, on a développé un support méthodologique qui est accessible gratuitement si vous le souhaitez, et où on a listé globalement, je crois de mémoire, on doit être entre 100 et 150 questions sur les différentes boîtes du découpage dont on parlait dans la première étape, pour justement aller chercher l'information et se poser les bonnes questions sur les différents sujets. Marc, tu es en accord avec ça? Ah oui, complètement. On a passé beaucoup de temps sur ce document. Ce serait prétentieux de dire que c'est exhaustif, mais sincèrement, ça balaye quand même beaucoup de sujets. Donc, c'est vraiment un bon outil à partager en interne pour se poser les bonnes questions. Et peut-être une dernière question qui est plutôt une question personnelle. Tu le disais tout à l'heure, Alain, donc il faut, par effectuation, il faut faire en fonction de ce qu'on peut faire, pas forcément en fonction de ce qu'on devrait faire. Comment tu concilies du coup la réalité du terrain et puis l'ambition du chef d'entreprise, sa vision? Il y a une forme de réalisme à avoir. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir un peu ses ambitions à la baisse par ce principe de réalité qui est ce qu'on a au moment donné? Ouais, en fait, c'est une question qu'on nous a posée à plusieurs reprises. Faire avec ce que l'on a, est-ce que ça va brider l'audace, l'ambition et la créativité? En fait, si je reprends ta question, c'est un peu ça. Et en fait, moi, j'aurais tendance à dire que c'est exactement l'inverse qui se passe depuis que les entreprises sont créées par des entrepreneurs. Si on prend, je vais prendre quelques exemples. Alors évidemment, c'est des exemples un peu convenus, mais que tout le monde connaît, mais en même temps, ils ont la valeur. Steve Jobs, quand il a travaillé sur son premier PC, il n'a pas fait une levée de 10 millions de dollars et il n'avait pas 50 ingénieurs avec lui. Ils ont fait ça dans un garage. Quand Bezos a lancé Amazon, d'abord, il livrait des bouquins. Michel et Augustin, ils ont commencé avec des cookies. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, le principe d'effectuation, c'est pas à brider sa créativité, c'est d'accepter les contraintes avec lesquelles on est. Et au contraire, justement, ça pousse à être très créatif. La réalité, le principe de ce qu'on appelle l'effectuation, c'est de partir de ce que l'on a, de ce qu'on pense pouvoir avoir rapidement pour faire quelque chose. C'est ce qui a guidé tous les entrepreneurs depuis que l'esprit entrepreneurial existe. Donc, j'aurais tendance à dire que dans cette période-là, le fait de s'appliquer cette contrainte peut être au contraire un révélateur de la créativité. Je vais prendre un autre exemple, que c'est un marché que je connais bien, qui est le marché de l'alcool et des spiritueux, qui, comme vous le savez, en France, est très contraint par la loi. Alors, moi, mon expérience quand je faisais du marketing dans ce business-là, c'est que probablement les campagnes les plus créatives que j'ai faites, c'était dans les alcools. Et quand vous regardez en fait les campagnes de publicité qui ont marquantes, très souvent, vous avez des campagnes dans les alcools, et je parle de campagnes françaises, sous la loi E20, etc. C'est qu'en fait, le fait de rajouter des contraintes ne bride pas la créativité, au contraire, ça peut la sublimer. Intéressant. C'est intéressant par rapport au contexte dans lequel on est. Et si on prend l'exemple, enfin, j'en ai pris 2-3 exemples, mais tu vois, la barrière automatique qui fait sa borne de diffusion de gel hydroalcoolique en partant d'une borne qui sert à aller chercher des tickets pour entrer dans un parking. Quand je prends Michelin qui se met à imprimer des masques en caoutchouc, honnêtement, c'est super créatif et c'est très audacieux, mais ils font avec ce qu'ils ont. Ok, super. Écoute, merci. Ça peut être le mot de la fin. On n'est pas obligé de manquer d'ambition dans un contexte comme celui-là. Au contraire, on peut composer avec l'existant et puis viser haut quand même. Donc, je pense que c'est un bon message pour les gens qui nous écoutent.
Il est 11 heures tout pile, donc je propose qu'on s'arrête là. Donc je vais vous renvoyer, comme convenu, les coordonnées de nos deux intervenants si vous souhaitez en savoir plus et puis du coup obtenir aussi cette méthode et l'appliquer concrètement dans vos entreprises. Merci en tout cas à tous les deux, Marc et Alain, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé à la fois votre expérience de chef d'entreprise et puis cette méthode que vous avez conçue. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres événements, d'autres webinaires du réseau Entreprendre. Ravi d'avoir été ensemble ce matin. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.